De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue sur De Strasbourg et d'ailleurs, l'émission hebdomadaire du Conseil des résidents étrangers sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue à notre émission avec nos incontournables. Eric avec moi au micro. Bonjour Eric. Bonjour. Et toujours fidèle au poste, Madame Bakoyoko à la technique. Bonjour Mathilde. Bonjour. Et bonjour Nabou. Et de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Nabou? Alors aujourd'hui, on va parler de politique migratoire et d'accueil des migrants. On va commencer par une petite introduction. Eric, la politique migratoire en France est-elle nationale ou européenne et comment est-elle organisée? Alors, la politique migratoire, elle est organisée non seulement par la loi française, mais aussi par les décisions de l'Union européenne. L'Union européenne met progressivement en place une politique d'immigration, une politique d'asile, et à partir de l'été 2015, on a vu arriver la crise des migrants, à la suite notamment de l'arrivée massive des Syriens qui fuyaient la guerre. Cette crise des migrants a montré les difficultés des pays de l'Union européenne à se mettre d'accord. D'accord. Alors, quels sont les différents types de migration et lequel est encouragé par l'État français en particulier? On distingue surtout la migration économique et celle qui est politique, entre autres. Alors, dans les années 1950 jusqu'aux années 70, la France a encouragé une immigration économique, parce qu'elle avait d'énormes besoins en main-d'œuvre qui étaient alors extrêmement importants. Et à partir de 74, la crise du pétrole a poussé l'État à instaurer un contrôle des entrées sur le territoire. Alors, depuis, la maîtrise des flux est devenue un objectif continuellement réaffirmé. D'accord. Et on entend souvent parler de migration choisie. De quoi s'agit-il en réalité? On parle d'immigration choisie, mais ça a été mis en place par la loi du 24 juillet 2006. Elle consiste à ne laisser entrer que les migrants considérés comme nécessaires à l'économie du pays. Une liste de métiers ouverts aux étrangers non européens a été établie, et la loi du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers poursuit 3 objectifs. Alors, mieux accueillir et intégrer ceux qui ont le droit de s'établir en France, attirer les mobilités de l'excellence, de la connaissance et du savoir, et lutter contre les flux migratoires irréguliers dans le respect des droits des personnes. D'accord, merci Eric. Alors pour mieux développer ce sujet, qui je rappelle porte sur la politique migratoire et l'accueil des migrants, qui avons-nous comme invité? Alors déjà dans une première partie, nous aurons Gaston Yako qui parlera du CCFD et de la pastorale il représentera la pastorale des migrants, et Blandine Fabre et Alice Chavannes qui parleront au nom de Casas. Et dans un deuxième temps, nous aurons des invités de la CIMAD et de Makers for Change. Ok, donc comme il a si bien dit, donc nous serons en première partie avec Marie-Odile de la CIMAD et Gaston de la CCFD et la pastorale des migrants. Et en deuxième partie avec le Casas et Makers of Change, Alice Chavannes, Blandine Fabré et Laetitia. Mais avant cela, une petite pause musicale. Madame Bakoyoko, que nous proposes-tu? En fait, là, c'est Regina qui propose la chanson. Donc, c'est Living Room de Paris Combo. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs, l'émission hebdomadaire du Conseil des résidents étrangers sur la RBS 91.9. Nous sommes actuellement en présence de Marie-Odile de la CIMAD. Bonjour Marie-Odile. Bonjour. Et de Gaston Yako de la CCFD et la pastorale des migrants. Bonjour Gaston. Bonjour. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous parler de vos associations, de ce qu'elles font? Je commence? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis bénévole à la CIMAD. La CIMAD, c'est une association qui a été fondée au moment de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, par des jeunes protestants alsaciens qui ont voulu porter d'abord aide et secours aux Alsaciens qui étaient en exode du côté de Périgueux, Limousin, etc. Et petit à petit, cette association, elle a muté en une association de solidarité active avec tous les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile, toutes les personnes déplacées. D'accord. Et donc, c'est une association qui est présente sur tous les terrains de l'aide aux personnes déplacées et particulièrement dans la défense des droits des personnes. Et à Strasbourg, nous nous
nous occupons essentiellement de la défense des droits des personnes qui sont déboutées de l'asile ou qui n'ont pas de titre de séjour. D'accord. Et vous, Gaston, pouvez-vous nous parler de votre association? Alors moi j'ai une double casquette, donc je suis au CCFD Terre Solidaire, ce qui veut dire Comité catholique contre la faim et pour le développement, pour une Terre Solidaire. Et dans cette association, c'est une ONG de solidarité internationale, donc il y a le statut d'association. Ma deuxième casquette, c'est je suis bénévole aussi à la pastorale des migrants, qui est un service diocésain qui est engagé à la défense des intérêts des migrants. Le CCFD en tant qu'association a fêté son 53e anniversaire récemment. Donc nous sommes axés sur, nous avons 3 leviers. Donc nous avons le partenariat. Donc le CCFD soutient chaque année au moins 450 projets à l'extérieur, donc dans le sud, pour le développement. Nous avons un volet éducation au développement, donc ici et là-bas, et puis nous avons le volet plaidoyer contre l'évasion fiscale, les migrations. C'est dans ce contexte-là aussi que nous participons au Festival des migrations. D'accord. Et du coup, d'après votre expérience, qu'est-ce qui arrive aux migrants quand ils arrivent à Strasbourg? Alors il y a, dans le meilleur des cas, comment ça se passe, et dans le pire des cas? Pour nous, la CIMAD, c'est pas compliqué. Dans le meilleur des cas, ils sont syriens, ils demandent l'asile, et tout roule, tout va bien pour eux, la plupart du temps. Dans le pire des cas, ça peut être vraiment le pire des cas. C'est-à-dire qu'on peut se trouver avec sa famille, avec des enfants petits, à la rue, sans aucun droit, sauf éventuellement celui d'envoyer ses enfants à l'école, où ils seront chauffés. Et c'est à peu près tout. D'accord. Et pour vous, Gaston? Je précise un peu votre question. Derrière migrants, il y a plusieurs réalités. Donc, ça peut être, comme disait Marie-Odile, un demandeur d'asile, donc il peut pas nécessairement être syrien, donc il faut qu'il suive la procédure de demande d'asile, qui est très longue. Ensuite, si on est quelqu'un qui veut s'installer pour des raisons diverses, études, travail, installation, il doit se présenter à la préfecture et suivre une autre procédure. Donc, du coup, selon le cas, parce que il faut distinguer que migrant, c'est un terme un peu valise où on met un peu tout. Bien ce sûr. n'est pas que de demandeurs d'asile. Bien sûr. Et quelle est la distinction entre ces divers types de migrants? C'est divers. Il y en a qui arrivent à Strasbourg, qui ont déjà peut-être, qui ont commencé par demander l'asile, qui ont épuisé toute la procédure, qui sont déboutés au droit d'asile, qui essaient de trouver une insertion par une autre voie. Le pire des cas, c'est qu'on se balade d'un bureau à l'autre sans trouver une solution, parce qu'on n'a pas d'existence, on n'a pas de soutien, on n'a pas d'aide, etc. Alors il y a un type de migrants, parce que on a un peu l'impression qu'en France on met tous les gens qui se déplacent dans des cases. Et donc il y a un type de migrants que dans les associations on voit très très peu. C'est ceux qui arrivent avec des visas et qui ont une raison tout à fait qui leur permet d'être bienvenus en France. Bien sûr. Donc cela, le visa, il suffit d'avoir un visa long séjour qui est déjà à titre de séjour pour une année. Et après de renouveler ce visa. Donc ces gens-là qui sont, on les voit très peu dans les associations. Je pense, Gaston, je pense que non, on le voit quand ils sont en difficulté. Oui, quand ils sont d'accord. en difficulté, mais autrement. Mais nous voyons en tant que service de la pastorale des migrants, il y a aussi la dimension pastorale en tant que service d'église,
nous avons ceux qui sont venus, qui ont obtenu l'asile ou la situation, qui se sont intégrés. Ces gens-là aussi, nous, on a ce volet-là pour leur permettre de vivre dignement dans la société d'accueil. Bien sûr. Mais cela, on le voit, mais on a des difficultés pour les mobiliser autour de ceux qui arrivent récemment, parce que c'est une grosse difficulté. Peut-être ça remue des choses qu'on n'a pas envie de remuer, mais c'est un de nos défis aussi de créer un réseau plus large de migrants pour soutenir la question de ceux qui viennent d'arriver. D'accord. Du coup, moi, je me posais aussi la question de la situation spécifique des réfugiés. Est-ce que, pas seulement administrativement, est-ce qu'il y a des complications encore en plus par rapport à ces gens-là, parce qu'il y a des situations qui sont quand même plus que dramatiques? Alors, réfugiés, ça veut dire qu'ils ont déjà un titre de séjour. Après, il y a les demandeurs d'asile, mais les demandeurs d'asile sont très divers et très nombreux. Oui. Et il y a effectivement des difficultés énormes, particulièrement pour ceux qui sont arrivés de façon irrégulière en Europe, qui sont arrivés par un pays frontière, comme l'Italie, voilà, et qui ont été repérés par la police dans ces pays-là. Alors ceux-là, quand ils arrivent en France, ils sont généralement ce qu'on appelle dublinés. Mais je pense que CASAS, qui est une association qui s'occupe des réfugiés, pourra en parler mieux. Nous, simplement, à la CIMAD, on voit les gens qui sont en procédure Dublin et qui sont assignés à résidence et prêts à être renvoyés dans le pays dans lequel ils ont mis les pieds en arrivant en Europe. D'accord. Et c'est quoi la procédure Dublin, du coup? Alors, c'est une convention qui a été signée entre les pays d'Europe, qui fait que une personne qui arrive en Europe, son dossier, si elle demande l'asile, son dossier doit être étudié dans le pays où elle est arrivée. D'accord. Donc si ces gens se déplacent, s'ils arrivent en Italie, comme beaucoup par la mer, ils sont repérés en Italie. Normalement, c'est l'Italie qui doit traiter ces dossiers-là. Alors imaginez l'Italie. Tous les pays, tous les migrants, enfin, arrivent dans ces pays en bordure d'Europe. Bien sûr. Donc, mais je pense que Casas vous en parlera mieux. Ouais. Vous voulez ajouter quelque chose, Gaston? Oui, juste pour dire que quand on franchit le premier territoire européen, on prélève les empreintes digitales des personnes. Ces empreintes sont aujourd'hui dans une base de données qui est consultée par tous les pays européens pour vérifier par où vous êtes entrés. Donc c'est ainsi que quand vous arrivez à Strasbourg, vous voulez demander l'asile, la préfecture va d'abord vérifier si vous n'avez pas déjà demandé l'asile dans un autre pays pour qualifier les pays qui est habilité à examiner votre dossier. D'accord. Cette question nous permet de revenir à vos associations respectives. Quelles sont vos missions au sein de vos associations et quels sont les moyens que vous mettez en œuvre pour les accomplir? On va commencer par Marie-Odile. Alors, la CIMAD, nous, ce qu'on fait, c'est essentiellement aider les gens à avoir leurs droits. C'est-à-dire qu'on a des permanences d'accueil pendant lesquelles on reçoit les gens qui sont sans papier ou qui ont des difficultés, soit de renouvellement de titre de séjour, soit d'autres difficultés ou d'autres questions en rapport avec les titres de séjour. Et on assure... c'est-à-dire qu'on leur explique quels sont les droits et on les aide à faire des demandes tout bêtement à la préfecture, par exemple. On leur dit quels sont leurs droits et comment il faut s'y prendre. Alors c'est extrêmement difficile en ce moment parce que, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais à la préfecture, pour faire une demande de titre de séjour, pour la plupart des demandes, il faut prendre rendez-vous par Internet. Exact, ouais. Ça, c'est nouveau. Ouais. Voilà, c'est nouveau. Mais ces rendez-vous sont impossibles à prendre. Ils sont mis en ligne le dimanche soir, je pense. En tout cas, le lundi matin à 8h, quasiment tous les rendez-vous de la semaine sont pris. Et du coup, les gens qui ne sont pas toujours à l'aise avec Internet ou qui ne lisent pas le français ou qui ne parlent pas français n'ont quasiment pas d'accès à la préfecture. Bien sûr. Voilà, donc nous, on voit ces gens, on étudie leur situation et on essaye de trouver avec eux ce qu'ils peuvent demander, dans quelle case la préfecture va pouvoir les mettre en fonction de leur histoire, en fonction de leur mode d'arrivée en France, en fonction de ce qu'ils
vont faire ou veulent faire, etc. Ouais. Et est-ce que ce nouveau dispositif d'accueil au niveau de la préfecture change en quelque sorte votre mission ou ça le permet d'évoluer à autre chose, par exemple aider ces gens-là qui n'ont pas assez Internet à trouver des rendez-vous, où il y a des associations qui s'en occupent? Alors c'est très compliqué parce que, donc je vous ai dit, prendre un rendez-vous, c'est généralement le dimanche soir. Alors je sais pas si vous connaissez beaucoup d'associations qui sont sur le pont le dimanche soir, c'est très compliqué. Et c'est le soir, ça peut être jusqu'à minuit. Voilà, ça c'est très très compliqué. Alors bon, on essaye d'expliquer aux gens comment faire. On peut le faire avec un téléphone aussi, mais quand vraiment ça ne va pas, on essaye, on aide les gens à le faire, évidemment. Et puis après, il suffit pas d'avoir un rendez-vous, il faut arriver au rendez-vous avec un dossier complet et avec tout ce que demande la préfecture, qui demande des documents parfois invraisemblables et qui sont pas forcément ceux qui seraient attendus. Et donc, il faut aider les gens à préparer ce dossier parce que s'ils arrivent avec un papier qui manque, le rendez-vous est annulé. Et il faut reprendre le rendez-vous qui peut être à 2 mois, etc. Et donc, ça peut durer très très longtemps. D'accord. Et vous, Gaston? En termes de migration, le CCFD travaille à partir de son levier partenariat avec 2 partenaires à l'extérieur, donc en Afrique, en Asie, dans tous les continents, par rapport à toutes les sociétés qui essaient de défendre les migrants dans ce pays. Donc dernièrement, nous sommes allés au Maghreb pour voir notre partenaire qui, vous savez que le Maroc a initié une politique migratoire, elle est toute récente, mais notre rôle c'est de soutenir un peu nos partenaires qui travaillent dans le même sens que nous par rapport à la question migratoire. Donc ça c'est... Nous avons des partenaires en Afrique australe, en Amérique latine et en Asie. Parce que la question, il faut rappeler aussi que les migrations, il y a plus de mouvements. On parle plus en Europe de migrants, mais les migrants se déplacent dans les pays voisins. Et il y a plus de pays qui accueillent plus que la France et qui n'ont pas les moyens de pouvoir les accueillir, qui n'ont même pas l'expertise, ni les moyens, ni la culture. Donc du coup, on a besoin de renforcer ces sociétés civiles pour apprendre, pour être solide pour l'accueil des migrants. Il y a aussi des partenaires qui aident les gens quand ils ont essayé de traverser le Sahara et qui sont refoulés au niveau du Maroc, comment les aider à revenir chez eux. Donc c'est aussi un peu une des missions de nos partenaires dans des pays étrangers. Ce qui est un peu le cas de la CIMAD aussi, parce qu'on est en lien aussi avec, probablement certaines de ces associations sont les mêmes, qui sont donc en Afrique, en Afrique du Nord, et des associations aussi qui défendent les droits des migrants et les droits de l'homme en général, et avec lesquels on travaille, on a des formations en commun, c'est un peu le même genre de travail, et qui nous permettent de savoir ce qui se passe et de comprendre ce qui nous arrive et ce qui se passe aussi par rapport à l'Europe. Voilà. Et puis après, on a un travail de plaidoyer aussi, pareil, que CCFD, par rapport à l'Europe, par rapport à la France aussi, aux politiques migratoires. D'accord. Alors j'ai encore deux petites questions là. C'est avec dans un monde idéal où vous avez des moyens illimités. La première question, c'est qu'est-ce que vous pourriez faire avec ces moyens-là? On n'aurait pas besoin. Et d'autre part, nous en tant que citoyens, qu'est-ce que nous on peut faire aussi pour essayer de faire quelque chose, quoi? Bon, déjà, s'il y avait beaucoup de moyens, les associations n'auraient pas besoin de moyens, puisque le droit serait respecté, les gens pourraient facilement aller, venir, faire les choses. Maintenant, en tant que citoyen, je pense que n'importe qui a un devoir de veiller à ce qui se passe, déjà de se tenir au courant, de regarder d'un peu plus près aussi les projets politiques qui nous sont proposés, parce qu'on est des électeurs quand même. Et on est des gens qui vivons dans la cité.
Il y a des migrants un peu partout. C'est un peu ce qu'on voulait faire avec la fête aussi de dimanche. Il y a des gens partout. Si on veut, on les voit, on voit ce qui se passe et on peut essayer de faire pression, de poser des questions, de demander à ceux qui veulent être élus quels sont leurs projets, comment ils voient les choses, etc. On a tous quelque chose à faire maintenant. J'ajouterais que si on avait un peu plus de moyens, ce qu'on pourrait faire, c'est un accueil digne, parce que ces gens-là, ce ne sont pas des bêtes, c'est la simple dignité. Et ce que nous tous citoyens ou même notre ville pourrait aussi faire, c'est à l'instar des autres villes qui existent, qui accueillent, comme Paris a ouvert simplement le premier accueil avant de permettre à chacun d'aller déposer sa demande d'asile ou d'introduire sa demande à la préfecture, savoir où poser sa tête, se laver, prendre une douche. Ça, c'est un minimum qui n'existe pas dans toutes les villes parce que les centres d'hébergement dans nos régions sont complètement saturés. Assurer ne fût-ce qu'un accueil digne aux personnes avant de pouvoir choisir ce qu'ils ont envie de faire dans le pays où ils ont atterri, ce serait déjà quelque chose. Autre chose aussi, il y a aujourd'hui, on peut faire aussi un sursaut citoyen aujourd'hui. Comment nous mobiliser, parce que la question de migration, c'est une question complexe, mais qui est tellement médiatisée, mais qui est méconnue. Tout le monde mélange migrants, réfugiés, demandeurs d'asile sans papier. Est-ce que nous pouvons nous informer davantage? Est-ce que nous pouvons aussi les accueillir davantage, parce qu'il y a eu de bonnes volontés pour les accueillir. Mais accueillir ne suffit pas simplement de donner un couvert. Accueillir, c'est accompagner à l'administration. Est-ce qu'on a le temps? Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est être solidaire vis-à-vis de ces personnes. Parce que quand nous quittons ce territoire, on est des expatriés dans leur pays. Et eux, quand ils arrivent, ils sont demandeurs, ils sont des clandestins. Des clandestins ou des migrants. Et puis qu'on arrête aussi de se laisser gargariser par des mots. On nous parle d'appel d'air. On ne veut pas mettre en place des hébergements dignes parce que ça va faire appel d'air. Mais les gens qui sont obligés de partir, ils partent. Bien sûr. Il n'y a pas d'appel d'air. Enfin, les gens ne viennent pas pour faire du tourisme, ils viennent pas par gaieté de cœur. Je pense que chacun a envie de rentrer chez soi, enfin, s'il peut. Bien sûr. Alors, une dernière question. Il y a le Festival des migrations qui se prépare. Et je pense que vos associations respectives sont organisatrices. Pouvez-vous nous en dire un mot et quelles sont les attentes de vos associations en fait, face à une telle manifestation? On commence par... C'est comme vous voulez. Le festival, pour nous, a un objectif majeur, c'est de sensibiliser le grand public aux questions de politique migratoire européenne, parce que les gens ne sont pas informés. Et notre collectif, qui ressemble à un certain nombre d'associations, nous voulons être un lieu où nous allons peut-être forger, échanger et construire les quelques rudiments de cette nouvelle politique. Non, ne fût-ce qu'en termes d'accueil, nous pourrons peut-être proposer des choses. Donc, sensibiliser aussi, comme nous sommes dans une ville européenne où il y a des institutions européennes, et ça correspond un peu à nos actions que nous avons menées jusqu'à présent, c'est d'interpeller les autorités européennes par rapport à la politique migratoire mise en place aujourd'hui et qui montre aussi bien ses limites que ses conséquences néfastes vis-à-vis des êtres humains. D'accord. Qui montre un visage de l'Europe. Strasbourg, c'est une eurométropole. Un visage de l'Europe qui parfois nous fait un peu honte aussi. L'idée aussi, c'était de montrer que les gens qui vont et qui viennent, ils sont pas si terribles que ça. Enfin, la migration, c'est pas un malheur. C'est un malheur pour ceux qui sont obligés de migrer. Mais pour nous, ça peut même être une chance. Et puis montrer aussi que les gens qui sont là
ils ne sont pas simplement demandeurs, ils apportent quelque chose à la société qui les a accueillis. On voudrait montrer cette diversité pour dire que la migration ne doit pas toujours être regardée comme un problème. C'est une richesse, c'est un temps de rencontre, d'enrichissement mutuel avec la mondialisation. On ne peut plus, on a atteint le point de non-retour, on n'empêchera pas que les gens quittent chez eux. C'est d'ailleurs l'article 13 qui demande, qui dit que tout le monde peut quitter, aller quelque part et rentrer dans son pays librement. Bien sûr. Du coup, je rappelle aussi qu'on parlait du festival d'immigration qui aura lieu le samedi 30 septembre, c'est-à-dire samedi prochain, de 10h à 18h, place Gutenberg. Du coup, merci Marie-Odile, merci Gaston. Et une petite pause musicale avant d'accueillir Blandine Fabre et Alice Chavannes et Laetitia de Makers for Change. Merci Marie-Odile, merci à Gaston. Alors tout de suite, une pause musicale avec Aliens de Coldplay, qui est une chanson de soutien aux migrants. Et les revenus générés par cette chanson sont reversés à l'association qui sauve les migrants de la Méditerranée. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur De Strasbourg et d'ailleurs, l'émission du Conseil des résidents étrangers de Strasbourg sur la RBS 91.9. Nous sommes actuellement en présence de Blandine Fabré. Bonjour Blandine. Bonjour. D'Alice Chavannes, qui sont toutes les deux du CASAS. Bonjour Alice. Bonjour. Et également de Laetitia Schmuck de Makers of Change. Bonjour. Du coup, est-ce que vous pourriez nous parler respectivement de vos associations, l'origine, les missions et vos objectifs aussi? Alors, par rapport aux deux associations qui sont passées avant, nous avons la spécificité d'être des associations purement locales. Pas du tout appuyées sur un réseau national, mais purement local. Pour CASAS, nous avons à peu près 33 années. Nous fêterons bientôt notre 34e anniversaire. Nous avons été fondés par d'autres associations il y a bien longtemps. Et notre but, c'était d'aider les demandeurs d'asile dans leur démarches administratives et dans la constitution de leurs dossiers, ainsi que d'autres démarches par rapport à des administrations diverses, si possible dans leur langue d'origine. Et nous avons perdu le financement qui nous avait été accordé par l'État en 2015 suite à des changements législatifs. Et du coup, nous ne pouvons plus aider les personnes qui font la première demande, mais nous les aidons pour le recours. Et il y a eu une grosse augmentation ces derniers temps. Donc nos missions, c'est accueillir et orienter les demandeurs d'asile dans leurs différentes démarches, et surtout dans le recours. Et proposer des temps de découverte du pays d'accueil, de la langue française. Nous avons des cours de français assez nombreux. Et également informer sur le droit d'asile en sensibilisant le public à ces questions-là. D'accord. Et pour vous, Laetitia? Alors du coup, Makers for Change est né il y a 2 ans et demi d'une initiative donc citoyenne strasbourgeoise. C'était bien de le préciser qu'on était strasbourgeois. Et qui a été créée du constat qu'il y a énormément d'acteurs d'aide administrative, d'aide au logement, d'intégration au travail, mais aucune association dans l'inclusion des nouveaux arrivants localement, à travers l'inclusion de relations sociales avec les locaux. Du coup, nous, notre objectif, c'est vraiment de créer des liens entre locaux et nouveaux arrivants. Je précise bien que nous, on parle de nouveaux arrivants parce qu'on veut vraiment prendre en compte toutes les personnes arrivantes et peu importe que ce soit de la migration forcée, on veut pas stigmatiser en fait. On veut vraiment de nouveaux arrivants et de renforcer les capacités des participants à créer des projets et agir positivement pour la société. Donc à travers des projets culturels, artistiques et numériques. Donc on accompagne les membres dans l'émergence de projets élaborés en commun. On facilite le développement personnel des nouveaux arrivants et le retour de la confiance en soi des participants. Et on permet du coup, avec des acteurs locaux, vu qu'on travaille avec plusieurs acteurs locaux comme le CADACH, ITCAM, la Croix-Rouge, de développer justement ce réseau d'acteurs locaux. En fait.
C'est notre volonté. D'accord. Quelle est la typologie des situations de migrants que vous rencontrez? Quelle est la distinction à faire entre les différents types de migrants? Alice? Alors pour nous, c'est simple. Notre vocation, c'est l'accompagnement des demandeurs d'asile. Donc nous nous spécialisons uniquement dans cette catégorie de personnes, donc les personnes qui arrivent à Strasbourg pour demander l'asile politique. D'accord. Et pour vous? Alors nous, c'est vraiment toute situation. Du coup, vu que nous, on est vraiment dans l'inclusion sociale, autant, par exemple, on fait des cafés interculturels, autant on a pu avoir des personnes qui sont là depuis 15 ans et qui n'ont jamais pu s'intégrer socialement, comme des gens qui viennent d'arriver de Syrie. Vraiment, on a de toutes sortes d'arrivants, en fait. D'accord. Donc, aux migrants qui viennent sur Strasbourg, qu'est-ce qui leur arrive en général, dans le meilleur des cas et dans le pire des cas? C'est un peu la même question qui a déjà été posée avant. Blandine? Alors oui, je vais revenir un peu sur ce que disait la CIMAD. On est tout à fait d'accord avec ce qui a été dit précédemment, à savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui restent à la rue pendant longtemps à leur arrivée en France. Il y est censé y avoir une prise en charge de la part de l'État, en particulier pour les demandeurs d'asile, et en fait, elle n'est pas du tout effective. C'est-à-dire que les personnes restent dans la rue, en tout cas plusieurs semaines, dans le meilleur des cas en fait. Et le pire des cas, c'est les personnes qui restent pendant tout le temps de leur procédure d'asile, avec une prise en charge uniquement par le 115. Et pour les majeurs isolés, en fait, ça veut dire pas de place, ou une place tellement rarement que c'est une précarité et un isolement très lourd à vivre. Ouais. D'accord. Et du coup, Laetitia, peut-être. Oui, du coup, nous, c'est vrai qu'on a plusieurs situations de par notre vocation d'association. Autant, du coup, on va rencontrer des gens qui sont déjà intégrés au niveau du travail, qui ont pu trouver un logement. Autant, on va travailler, par exemple, du coup, avec le CADA qui accueille, du coup, énormément de migrants qui sont des demandeurs d'asile, qui viennent tout juste d'avoir leurs papiers, où on a déjà eu des cas où on a des gens qui ont participé à nos activités et qui se sont fait refuser leur demande d'asile et qu'on n'a plus revu du coup. Et voilà, on a vraiment toute situation. Donc de très bonnes situations comme de très mauvaises situations. Ouais. Du coup, on avait déjà posé la question tout à l'heure, mais la situation spécifique des demandeurs d'asile, est-ce qu'elle pose des difficultés particulières ou pas? Et quelles sont-elles? Oui, bien sûr. Par quoi commencer? Il y a déjà le problème des Dublinais qui a été évoqué tout à l'heure, on peut revenir un peu dessus aussi. C'est donc ces personnes auxquelles la France dit de retourner dans un autre pays de l'Europe, qu'elles y soient passées ou pas, qu'elles y aient fait une demande d'asile ou pas, parce que il y a en fait toute une hiérarchie de critères qui est inscrite dans la Convention de Dublin. Et qui prévoit qu'une simple prise d'empreinte signifie que l'État où les empreintes ont été relevées est responsable de la demande d'asile de la personne. Et en fait, c'est vraiment un concept que les demandeurs d'asile s'amusent à aller de pays en pays pour bénéficier des aides. Ça, c'est vraiment la vision de l'Union européenne. Et en fait, dans la réalité, c'est plutôt des personnes qui sont perdues, qui trouvent nulle part où elles arrivent à rester, qui se font rejeter de partout. Et un autre problème essentiel, c'est quand les demandeurs d'asile arrivent, c'est quand ils ne sont pas francophones de par leur origine, c'est la langue. C'est très compliqué de faire des tas de démarches qui sont déjà difficiles dans une langue qu'on ne maîtrise pas, et la plupart des démarches doivent être faites en français. Donc là, Casas a toute une batterie, je dirais, d'interprètes bénévoles qui est extrêmement importante parce que cela permet aux personnes justement de se faire comprendre, et aux bénévoles qui ne parlent pas cette langue-là de pouvoir néanmoins communiquer avec les personnes qui sont en difficulté. Nous avons aussi justement des accompagnateurs pour permettre aux personnes qui sont en difficulté administrative, et tout le monde est en difficulté administrative à son arrivée en France, tous les demandeurs d'asile le sont, même s'ils sont déjà bien informés et francophones, et donc ça aussi c'est une difficulté qui est importante. La France est connue pour, allez, je vais dire quelque chose de pas très gentil, mais la chinoiserie de ses administrations.
Donc, et Laetitia, tu as un mot à dire là-dessus? C'est vrai que nous, du coup, côté administratif, c'est pas vraiment le but de notre association, mais on sait que la situation est souvent difficile pour la plupart des nouveaux arrivants, et c'est pour ça il y a aussi la barrière de la langue souvent, et ils ont déjà les problèmes administratifs, et du coup nous on essaye de faire des activités qui leur permettent de pouvoir s'exprimer, autant par les gestes, par le dessin, par des jeux, vraiment plusieurs activités, et du coup en fait leur donner une bulle d'air dans ces difficultés administratives. Ce que je pourrais rajouter, c'est qu'à Casas aussi, nous nous occupons des enfants le mercredi. Et une des difficultés que nous avons remarquées ces derniers temps, c'est la difficulté d'accès à l'école du fait des difficultés administratives. Nous prenons aussi des familles en charge un petit peu le mercredi après-midi, un petit peu dans le même esprit, pour que les personnes puissent sortir des problèmes et passer des moments qui soient des moments, entre guillemets, normaux. Oui. Pas toujours plongés dans les problèmes. Bien sûr. C'est important. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre pour pouvoir accomplir vos missions avec des moyens adéquats ou beaucoup plus importants? Qu'est-ce que vous pourriez faire que vous n'arrivez pas à faire maintenant? Et pareil, qu'est-ce que nous, à notre niveau, en tant que citoyens, on pourrait faire pour faire bouger un peu les choses? Des moyens supplémentaires, bien sûr, on en a toujours besoin. Ce qui serait bien, ce serait de pouvoir aider les personnes à faire leurs demandes à l'OFPRA. Nous n'en avons pas les moyens, nous n'avons plus les moyens pour l'instant puisque nous ne sommes plus financés. Mais nous savons que quand les personnes peuvent être aidées vraiment en prenant le temps, elles obtiennent le statut de réfugié plus facilement, et c'est ça qui permet aussi d'améliorer leur situation beaucoup plus rapidement. Sinon, effectivement, si nous pouvions prendre en charge un petit peu plus largement les familles, ce serait bien. Ce que j'aimerais dire, c'est que normalement, tout ce que nous faisons là, c'est prévu dans des textes européens pour être de la responsabilité des États. D'accord. Alors, du coup, moi, j'ai plus... Alors du coup, moi j'ai pu parler de ce qu'on fait. Du coup, on a des activités régulières, généralement par mois. Donc, on a des cafés interculturels qui se déroulent à chaque fois dans un autre lieu, bar, restaurant, dans différents quartiers de Strasbourg, où du coup tout le monde est bienvenu et où on fait des jeux, du coup, et qui permet en fait de créer des liens du coup entre les locaux et les nouveaux arrivants. Après, on a aussi le tour des initiatives positives, dont le dernier était le 9 septembre, où l'objectif est de pouvoir sensibiliser les participants aux valeurs de l'économie sociale et solidaire et de leur permettre de découvrir différents acteurs locaux dans le but d'un échange entre les participants et les acteurs. Donc le dernier par exemple était à Neudorf, au Neudorf, et à chaque fois on a un thème en fait. Ça peut être humanisme, solidarité, démocratie, non-lucrativité, valorisation des compétences d'innovation, création d'emplois, entreprendre. Et après, on a aussi la volonté de faire des formations et programmes de développement personnel, donc à travers la formation photographique, ce qu'on a déjà fait et qui est d'ailleurs une de nos missions et dont on a une exposition qui sera au Festival des Migrations le 30 septembre. Et on a aussi des formations à la citoyenneté active à travers des ateliers. Voilà. D'accord. Alors, une dernière question peut-être sur le Festival des Migrations auquel vous participez toutes respectivement avec vos associations. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus, donc sur les attentes de vos associations, l'objectif de ce festival? C'est de montrer que c'est un thème qui vit, qui bouge, que les citoyens sont concernés par ce thème, rendre la question visible et pour montrer que les autorités peuvent pas faire n'importe quoi, et aussi voir le côté positif de la migration. Donc avec quand même beaucoup d'expositions diverses et variées. L'association Casas va présenter
un jeu qui est la Wallée sous forme de tournoi. Il va y avoir un débat autour des difficultés pour les demandeurs d'asile dans leur procédure, des portraits de demandeurs d'asile qui seront exposés, qui ont été réalisés à l'association Casas, et des œuvres réalisées par des demandeurs d'asile dans le cadre d'accompagnement au musée en lien avec Casas. Ah, c'est cool. Du coup, nous, notre objectif dans le festival, c'est vraiment de changer le regard sur l'autre et de casser les stéréotypes. Donc, nous, déjà, on a notre exposition Strasbourg Invisible, qui a été totalement créée par les participants, en fait, de l'association, qui leur a permis, en fait, d'acquérir des compétences photographiques numériques et à découvrir Strasbourg aussi sous leur œil, en fait, et à exprimer, du coup, leur ressenti tout en dépassant la barrière de la langue. Donc, il y aura cette exposition qui existe déjà depuis mai 2017 et qui continuera à être présentée sur d'autres événements publics, qui est un projet qui a été financé par la ville de Strasbourg et le Fonds social européen. Et on sera sur le comité Hors les murs avec Oxfam et le mouvement contre le discours de haine afin d'aller à la rencontre des gens. Donc notre but, ça sera vraiment d'aller vers les passants et de les inviter à venir au festival, et on proposera du coup un jeu questions-réponses sur la thématique de la migration. D'accord. Merci beaucoup. Oui, mais merci Blandine, Laetitia et Alice. Merci à vous. Alors, une petite une petite chronique. Oui, c'est pas tout à fait une chronique, c'est plutôt c'est, on va dire, c'est un petit billet, quoi. Alors du coup, j'ai une question, Nabou, à ton avis, si je sors de chez moi pour aller à l'autre bout de Strasbourg, est-ce que c'est un voyage? Oui. Ah oui, carrément. Bien sûr. Ah ouais. Tu sors de la France, oui. Non, mais c'est juste pour aller à l'autre bout de Strasbourg, en fait. Est-ce que c'est un voyage, en fait? C'était ça la question. Sortir de chez soi pour aller à l'autre bout de Strasbourg, quoi. Tout dépend de la distance. Donc du coup, pour toi, si je prends mon sac et que je vais à l'étranger, c'est vraiment un voyage, quoi. Oui, pour moi, oui. Alors figure-toi que hier matin, j'ai voyagé à l'étranger. J'ai pris le tram et je suis monté à Kiel. Et par contre, on s'est retrouvé avec d'autres membres du CRE. On est allé à Kiel avec ce tout nouveau tram là, le tram D, celui qui ressemble un peu à un vaisseau de Star Trek. De temps en temps, quand on arrive dedans, il est tout blanc, tout bois, éclairé à la diode. Et ce qu'on est allé faire là-bas, c'est qu'on a répondu à l'appel, une proposition qui a été faite à tous les membres des conseils. Enfin, il y a des membres des conseils de quartier, des conseils citoyens, du conseil des résidents étrangers, pour participer à la conférence du Rhin supérieur. Alors en allemand, ça s'appelle la Oberrhein-Konferenz. C'est une rencontre entre les habitants et les habitantes de Kiel et de Strasbourg. Alors Warum on s'est rencontrés. Bonne question. Ah oui, je commence à parler allemand, donc du coup va falloir vous y faire. Eh bien, on est parti là-bas pour aller parler avec des Allemands et des Allemandes de notre voisinage, de ce qu'on fait, de ce qu'on aimerait et de ce qu'on aimerait faire de ce voisinage-là. Ouais. On a discuté autour des grands thèmes de s'engager ensemble, de travailler ensemble, de vivre ensemble, d'apprendre ensemble, de se déplacer ensemble. Alors on a travaillé ça dans des petits groupes entre Français et Allemands. Alors c'était bien organisé, donc on avait dans chaque petit groupe des traducteurs au cas où on avait du mal à comprendre. Parce qu'au-delà de Warum, mon allemand est bien rouillé. Et du coup on a vraiment ça a vraiment permis qu'on puisse discuter, qu'on puisse échanger, qu'on puisse avancer sur certains thèmes. Et avec tout ça, on a peut-être déjà la perspective de la création d'une association transfrontalière entre citoyens et citoyennes de Kiel et de Strasbourg. D'accord. Merci beaucoup, Eric, pour cette petite parenthèse. Notre émission tire à sa fin. Donc, nous remercions toutes ces associations qui ont partagé avec nous ce plateau pour échanger sur le thème. Donc, merci au Casas, Makers of Change, CCFD et à la CIMAD. Donc, grand merci à vous. Merci. Merci à vous. Et vous leur donnez rendez-vous le 30, c'est ça, pour le Festival des migrations. Exactement. Voilà. Le 30 septembre de 10h à 18h, place Gutenberg. Parfait. Oui. Alors, nous vous remercions d'avoir été avec nous et vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence. Et tout de suite, Afrique Hebdo. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9.